Lamincy, diplômé d'école de commerce DESS création, reprise, redressement d'entreprise, DESS management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. La question qui vient spontanément, c'est comment inviter ces candidats qui sont, n'est-ce pas, potentiellement intéressés par votre réseau, comment les inviter à participer, comment les inviter habilement à visiter votre stand sur le salon de la franchise. Permettez que je me désaltère. Alors, en réalité, pour inviter ces candidats, vous avez plusieurs alternatives. Les deux alternatives les plus pratiques, les plus efficaces qui sont à votre disposition, en réalité, c'est soit une forme de mailing papier, puisque en général vous avez leur adresse, soit la deuxième option, c'est de l'emailing. Alors, le mailing papier, c'est un média qui est aujourd'hui connu, reconnu, qui est plutôt éprouvé, sur lequel ça fait un certain nombre de temps qu'on le pratique. L'emailing par contre est plus récent, et même si beaucoup d'entrepreneurs, y compris les franchiseurs d'ailleurs, l'utilisent, très peu l'utilisent de façon réellement efficace. Et dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous les astuces, les stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir capitaliser sur l'emailing pour maximiser le taux de réponse que vous aurez par exemple sur votre opération d'invitation de vos franchisés sur votre stand. Alors ça, c'est pas rien, parce que en réalité ce qui est trompeur au niveau de l'emailing, c'est que beaucoup de gens le font et décrètent que ça ne marche pas, ou décrètent qu'il y a un taux de retour très faible. Mais la vérité, c'est que l'emailing, pour pouvoir réussir un emailing, il y a un éventail, il y a un ensemble de techniques extrêmement subtiles et très sophistiquées qui auront un impact vraiment très important sur le retour que vous pouvez avoir sur votre campagne de mailing ou d'emailing. Dans cette vidéo, je vais faire un focus sur les éléments absolument essentiels et majeurs qui permettent, n'est-ce pas, de tirer le maximum que vous pourrez espérer de votre campagne d'emailing. Mais ensuite, n'hésitez pas à télécharger, n'est-ce pas, nous solliciter pour télécharger une checklist beaucoup plus détaillée d'éléments à vérifier lorsque vous avez une campagne de mailing ou d'emailing à faire à destination d'un public donné, comme par exemple, n'est-ce pas, les candidats franchisés que vous invitez sur votre salon. Alors, lorsque vous avez donc votre campagne d'emailing à faire, le tout premier élément à surveiller, c'est le champ expéditeur. Le champ expéditeur. Alors moi, on voit encore des champs expéditeurs qui sont par exemple le nom d'une personne ou des choses comme ça. Alors tout dépend ici du rythme, de la fréquence avec laquelle vous animez votre base de données de franchisés. Alors je dis tout de suite animer votre base de données de candidats franchisés, parce que je fais l'hypothèse qu'elle est animée, que vous leur envoyez régulièrement des emails, que vous avez une dynamique proactive sur la base de données des candidats qui un jour se sont intéressés à votre enseigne et qui ne vous ont pas dit définitivement non, et donc qui sont toujours en piste, en réflexion, etc., qui éventuellement vous ont dit qu'ils reviendraient vers vous. Je fais l'hypothèse que vous faites ce travail. En tout cas, nous, chez Franprofit, donc ça fait partie des dynamiques que nous mettons régulièrement, que nous nous assurons de mettre en place pour être en contact permanent avec les prospects, avec les candidats qui ont déclaré un jour être intéressés par l'un des concepts dont nous avons la charge du développement. Donc je fais l'hypothèse qu'il en est de même pour vous. En ce qui concerne l'expéditeur, si vous leur envoyez régulièrement des emails et qu'ils sont habitués à avoir un certain expéditeur, alors vous pouvez donc garder l'intitulé que vous utilisez d'habitude dans le champ d'expéditeur. Mais si ce n'est pas le cas, il faut faire extrêmement attention, parce que ici, il faut savoir qu'il n'y a que en moyenne 20% des mails qui sont ouverts. Si vous êtes comme moi qui reçoit à peu près entre 100 et 150 emails par jour, vous imaginez que les candidats n'ouvrent pas tous vos mails. Il faut également savoir que 20% des emails sont accidentellement classés dans la boîte de spam.
Donc ça veut dire que si l'expéditeur le champ expéditeur n'est pas reconnu et approuvé dans la boîte mail de vos destinataires, si vous utilisez un nouveau champ expéditeur ou un champ expéditeur qu'il n'a pas l'habitude de voir ou que sa boîte mail n'a pas l'habitude de voir ou à laquelle il n'a pas déjà répondu, alors vous augmentez les chances de voir votre mail arriver dans la boîte de spam. Donc au niveau du champ expéditeur, faites attention à ce que vous renseignez à cet endroit. Assurez-vous soit que c'est un champ que vous renseignez avec une information, avec un nom qu'il a l'habitude de voir, qui est le nom avec lequel vous lui envoyez de façon régulière des nouvelles sur votre réseau, soit alors que c'est un champ qu'il est capable, à la lecture simple, d'identifier spontanément de qui il s'agit. Par exemple, supposons que votre concept s'appelle, je sais pas, je dirais par exemple ma boutique. Il faut mettre en expéditeur dans le nom, lorsque vous créez une adresse email, alors vous avez l'adresse email par exemple qui est franchise@maboutique.com et vous avez, ça c'est l'adresse email, mais à cette adresse email est attaché un nom qui va s'afficher dans le champ expéditeur de vos candidats franchisés. Et dans ce nom-là, ce qu'il faut indiquer, si jamais vous n'avez pas l'habitude de communiquer régulièrement avec vos candidats, il faut renseigner une expression telle que par exemple franchise ma boutique. Parce que si vous renseignez dans le nom, par exemple le nom du développeur de votre enseigne ou quelque chose de ce genre, ce qui va se passer, c'est que votre développeur qui s'appelle par exemple Jean Durand, votre candidat franchisé a peut-être oublié qui c'est Jean Durand. Et donc il ne va pas lire ce mail alors que c'était un mail qui était susceptible, n'est-ce pas, de l'intéresser. Donc ça c'est la première chose, le champ expéditeur, faire attention à ce que vous renseignez là-dedans. Deuxième chose extrêmement importante, c'est le champ objet. Alors, le champ d'objet, il est extrêmement important et presque plus important ou au moins autant important que le champ expéditeur. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut savoir que ces deux champs-là, expéditeur et objet, c'est les champs qui vendent l'ouverture de votre mail. Et dites-vous bien que quelle que soit la bonne nouvelle que vous apportez dans votre message, dans votre email, si jamais au niveau de ces champs expéditeur et objet, vous ne vendez pas suffisamment bien l'ouverture de votre mail, il y a des chances non négligeables, si ce n'est très important, pour que votre destinataire ne lise finalement pas votre mail. Et ça, c'est à votre péril, et ce, quelle que soit l'offre, la qualité de l'offre que vous avez dans le mail. Donc, sachez bien une chose, c'est que quand vous envoyez un mail, ce sont ces deux éléments qui vendent l'ouverture du mail. Une fois que votre mail est déjà ouvert, a déjà été ouvert, à ce moment, vous avez déjà traversé un premier filtre qui est extrêmement important. Donc, au niveau du champ objet, il y a quelques règles à respecter. Alors, première chose, s'il vous plaît, vraiment, épargnez à vos candidats franchisés des messages. Alors, je reçois parfois des messages du type newsletter numéro 46. C'est formidable, la newsletter numéro 46. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter, newsletter numéro 46? Comment est-ce que la newsletter numéro 46 va rendre ma vie meilleure? C'est concrètement la question que je me pose quand j'ouvre ma boîte mail vers 11 h et que je me rends compte que j'ai déjà une quarantaine ou une cinquantaine de messages à lire. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'objet, il faut indiquer, n'est-ce pas, un objet qui vende un bénéfice, qui vende quelque chose, un bénéfice que votre destinataire aura attiré de la lecture de votre mail. Donc c'est la raison pour laquelle, alors sachez une chose, lorsque vous rédigez des supports marketing, l'email en fait partie, il y a les deux mots qui font le plus mouche en matière de marketing, c'est nouveau. Et le deuxième mot, celui-là, il cartonne mais du tonnerre, c'est gratuit. Voilà. Donc voilà les deux éléments, les deux mots de tous les tests marketing qui ont été faits sur la Terre, ce sont ces deux mots-là qui ont montré qu'ils généraient le plus de retours en termes d'ouverture, de clics, de tout ce que vous voulez. Alors, donc au niveau de l'objet, tâchez d'utiliser l'un de ces deux mots, nouveau ou gratuit. Si vous pouvez, vous utilisez les deux. Et à ce moment, vous pouvez par exemple mettre
quelque chose comme nouveau, votre carte, votre invitation gratuite au salon de la franchise. Ça, c'est un exemple de titre que vous pouvez utiliser, mais en tout cas, tâchez d'utiliser au moins l'un des deux mots parce que c'est un véritable booster de votre campagne email. En tout cas, même dans les tests que nous faisons pour les enseignes dont nous avons la charge du recrutement, nous avons testé les différents retours sur les différentes campagnes email que nous utilisons. Et chaque fois qu'on met nouveau ou gratuit, eh bien, les taux d'ouverture explosent littéralement. Et in fine, ça nous permet, n'est-ce pas, de relancer un maximum de candidats potentiellement intéressés et d'en convertir un maximum en franchisés pour nos franchiseurs. Donc voilà, en tout cas pour l'objet, voilà la première chose. Le premier élément que je souhaitais partager avec vous. Le deuxième élément qu'il faut savoir en ce qui concerne l'objet, c'est que c'est la longueur de l'objet. Il m'arrive souvent de recevoir des mails avec un objet extrêmement long et qui fait presque 2 lignes lorsque j'ouvre le mail. Eh bien, ce n'est pas la façon la plus efficace de rédiger un objet. Il faut savoir qu'en général, en fonction du support du client de messagerie que va utiliser votre destinataire, vous allez avoir un champ objet plus ou moins long. Ma recommandation qui se base sur les tests que nous avons faits dans nos différentes campagnes de mailing et en observant les différents clients de messagerie qui sont les plus utilisés, que ce soit Outlook ou des clients de messagerie personnels tels que Yahoo, Gmail, Wanadu, etc. etc. Ce qui apparaît comme étant la norme, en tout cas la limite qui vous permet de maximiser la qualité de lecture qu'on peut avoir de votre objet, c'est un objet qui n'excède pas la limite des 40 caractères. C'est-à-dire que essayez de faire en sorte que votre phrase d'objet tienne dans les 40 caractères maximum. Parce que au-delà de 40 caractères, ça commence à être tronqué par un certain nombre de clients de messagerie et ça réduit évidemment la lisibilité et le potentiel de séduction que peut avoir votre phrase d'objet. Donc voilà, une fois que vous avez bien rédigé l'élément d'expéditeur et l'élément d'objet, déjà vous avez maximisé le potentiel de clic que peut générer votre email. Ensuite, maintenant, on va rentrer dans le corps de votre email. Ici, dans le corps de votre email, c'est là où vous prenez votre objectif, c'est de prendre le maximum de dispositions possible pour que, in fine, n'est-ce pas, ce candidat que vous avez invité, que vous voulez inviter par exemple au salon de la franchise, si c'est dans cette perspective que vous faites votre campagne de mailing, c'est dans le corps que vous allez réellement maintenant vendre cette deuxième élément, l'essentiel de votre offre, la partie principale de votre offre qui est donc votre invitation. Et pour pouvoir le faire efficacement, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez mesurer les retours. Parce qu'on va le voir par la suite, vous serez peut-être appelé à faire des relances ou en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est envoyer toute la campagne sur une partie de votre cible, voir quels sont les retours et ensuite donc optimiser éventuellement que ce soit le champ expéditeur, l'objet ou le corps avant d'envoyer sur toute votre base de candidats. En tout cas, c'est de cette façon-là que nous nous y prenons pour tous les candidats, pour tous les candidats de tous les concepts dont nous avons la charge du recrutement. Donc on fait d'abord un test sur une quantité relativement réduite et on analyse quels sont les taux de retour et ensuite on bombarde la campagne sur toute la base de données des candidats pour chaque concept pour pouvoir maximiser le retour qu'on peut en avoir. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, le mailing, c'est vraiment l'un des médias les plus utilisés et ça nous donne la possibilité de tester pour un coût raisonnable, si ce n'est quasi nul, si ce n'est le temps qu'on passe à regarder les différents taux de retour. Et donc, ce serait dommage que vous puissiez vous en priver. Alors, revenons au corps du mail. Lorsque vous êtes dans le corps du mail, il faut savoir une chose, vous allez, en fonction de votre logiciel d'emailing, avoir la possibilité d'envoyer trois options d'envoi. Vous allez avoir soit la possibilité d'envoyer en HTML, soit c'est ce qu'on appelle les formats. Vous avez soit de l'HTML,
donc qui est le langage, un langage spécifique dans lequel je reviendrai dans les détails, soit le format texte, soit alors les deux formats, c'est-à-dire HTML et texte. Alors, comment savoir si vous avez plutôt intérêt à envoyer votre message en HTML, en texte ou les deux? En fait, tout d'abord, que veulent dire les différentes options? L'option HTML, en réalité, c'est le langage qui vous permet d'insérer, de mettre en forme, de transformer ce que vous avez à dire, le message que vous souhaitez envoyer, et de le mettre en forme d'une façon graphique avancée et extrêmement agréable à l'œil, tout en le rendant interprétable par les navigateurs Internet, c'est-à-dire que sont Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, etc., etc. Donc, il faut, si vous voulez pouvoir communiquer votre message de façon graphiquement attractive, vous devez le coder en HTML. Et donc l'HTML, alors donc ça c'est pour l'HTML. Pour le texte, un message au format texte en réalité apparaît comme si vous l'aviez dactylographié par exemple, ou comme si vous l'aviez saisi dans le logiciel bloc-notes de votre ordinateur. Donc il n'y a pas de mise en forme, vous ne pouvez pas mettre du gras, du souligné, des choses comme ça. Ça c'est le texte. Alors, et vous avez également une option donc, qui vous permet de mettre les deux, c'est-à-dire en général l'HTML au-dessus et le texte en dessous. Alors, quel est le format vers lequel vous devez opter si vous avez ces options dans votre logiciel d'emailing? En réalité, nous, ce que nous faisons pour nos clients, c'est que nous optons pour la solution d'utilisation des deux formats. Pourquoi? Parce que en fonction du client de messagerie de votre destinataire, vous pourrez soit, n'est-ce pas, avoir une sortie, vous pouvez avoir soit une sortie HTML, s'il a un client de messagerie qui lit de l'HTML, qui décode de l'HTML, soit vous aurez que du texte, s'il a un client de messagerie qui ne lit que du texte. Et donc le fait d'envoyer dans les deux formats vous permet de toute façon d'être lu, quel que soit celui qui reçoit votre message. Maintenant, il faut, si vous souhaitez, vous n'avez pas les trois options et si vous devez choisir que parmi les deux, moi je vous recommande fortement d'utiliser l'HTML. Pourquoi utiliser l'HTML? Parce que l'HTML présente un avantage majeur, c'est qu'il vous permet de faire du tracking, c'est-à-dire du suivi statistique de votre campagne. Notamment en ce qui concerne les taux d'ouverture, les taux de clics, etc., etc. Et à ce moment, l'HTML peut vous permettre de faire donc ces statistiques, ce qui est nettement moins évident, en tout cas pour lorsque vous utilisez un format tel que le format texte. Aujourd'hui, alors certains outils commencent déjà à vous sortir des statistiques au format texte, mais en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Et enfin, lorsque vous envoyez un message en HTML, un client de messagerie qui ne fait que du texte peut parfois décoder certains caractères de l'HTML et arriver à retirer la substance du message. Et c'est ça qui m'amène à ma deuxième recommandation, c'est que dans la mise en forme de votre message, c'est que même si vous faites de l'HTML, ne faites pas que de l'image. C'est extrêmement important, ne faites pas que de l'image. Pourquoi? Parce que si vous ne faites que de l'image, aujourd'hui, beaucoup de clients de messagerie ont en option par défaut la désactivation des images. Et parfois, les utilisateurs de ces clients de messagerie ne savent même pas que c'est l'option qui est activée par défaut et qu'ils ont simplement à la désactiver pour pouvoir voir les images. Et si l'ensemble de votre texte, l'ensemble de votre email est au format image, parce que c'est ce que vous permet de faire aussi l'HTML, à ce moment, vous allez avoir des gens qui vont ouvrir votre message, mais qui en réalité ne vont rien voir. Pourquoi? Parce que votre message est complètement en image et que les images sont bloquées par défaut. J'imagine que ça vous est déjà arrivé si vous utilisez par exemple un client de messagerie comme Gmail ou Google Apps, ou si vous utilisez par exemple un client comme Outlook et que les images sont par défaut désactivées. Donc un autre conseil extrêmement important, c'est éviter d'avoir un message
du tout, qui est tout en image, quoi, dans votre... évitez que votre message soit tout en image, c'est-à-dire soit écrit et a été photographié, et c'est cette photo que vous envoyez aux gens. Parce que cette photo est interprétée par le client de messagerie comme une image et peut donc être bloquée, et finalement votre message ne sera pas lu. Donc ça, c'est à mon sens les deux éléments de forme les plus importants pour assurer l'accessibilité de votre message à vos différents destinataires. Et c'est donc, en tout cas, c'est des éléments qui nous ont, de notre expérience, c'est ceux qu'on a identifiés comme étant ceux qui permettaient d'avoir une accessibilité maximale des messages que nous envoyons aux différents candidats des concepts pour lesquels nous avons la charge du développement. Donc ça, respecter au format envoyé sur les deux formats. Et en ce qui concerne la mise en forme du message lui-même, surtout éviter le tout image. Vous pouvez mettre des images en bandeau, vous pouvez mettre des images en en-tête, des images dans le mail, mais surtout assurez-vous que le texte lui-même reste lisible, la substance de votre message reste lisible au format texte, les liens restent visibles même si même si les images sont désactivées dans le client de messagerie de votre destinataire. Donc voilà les deux éléments de forme en ce qui concerne le corps du message. Maintenant, ce que je souhaite partager également avec vous, toujours pour pouvoir maximiser, n'est-ce pas, l'efficacité que vous pouvez avoir dans l'envoi de votre campagne de mailing, si vous souhaitez, votre objectif, c'est par exemple, n'est-ce pas, de demander à des candidats que vous connaissez déjà de venir vous rencontrer sur le salon de la franchise. Je souhaite maintenant partager avec vous des éléments de fond dans la rédaction de du corps de votre mail. Alors, les éléments les éléments de fond, le premier élément que je souhaite que vous mettiez en place pour pouvoir, n'est-ce pas, en réalité, maximiser votre efficacité, porte sur la structure de votre message. Pourquoi? Parce que, alors, sachez une chose, la première chose, le prérequis de tout ce que je vais vous expliquer, c'est le suivant. C'est que votre objectif, j'imagine, c'est de maximiser, n'est-ce pas, le retour que vous avez sur votre campagne de mailing. Or, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Si vous ne mesurez pas un élément de votre mix marketing, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir structurer le corps de votre message de façon à vous permettre de mesurer au plus fin possible les taux de retour que vous en avez. Et pour structurer votre message de cette façon, la chose la plus importante que vous devez retenir de façon stratégique dans la stratégie de construction de votre mail, c'est que dans le corps du mail, il ne faut pas donner toute la substance. Ne jamais donner toute la substance. Non. Donc, ne jamais donner toute la substance dans le corps de votre mail. Ça, c'est la première chose absolument importante lorsque vous devez traiter, n'est-ce pas, le fond de votre mail. Pourquoi? Parce que en réalité, aujourd'hui, il faut savoir, donc je disais, première chose, donc ne jamais donner toute la substance. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les techniques de tracking, les techniques de suivi statistique de vos campagnes email sont de plus en plus difficiles parce que les outils, les clients de messagerie sont de plus en plus restrictifs. Et notamment lorsque votre destinataire reçoit votre mail au format HTML, en réalité, la technique de tracking qui est utilisée fonctionne de la façon suivante. Il y a une petite image transparente qui est intégrée quelque part dans le mail de façon automatique par votre logiciel d'envoi d'emailing. Et cette petite image, lorsqu'elle s'affiche, alors elle envoie un message à votre serveur d'envoi d'emailing qui dit « le message a été ouvert ». Donc, ce qui veut dire que si votre destinataire a un client de messagerie où les images sont bloquées par défaut, votre serveur de messagerie ne pourra pas avoir l'information comme quoi le message a été ouvert. Et donc, le message qui va lui revenir, c'est que, en termes de statistiques d'ouverture, ce sera 0. Or, pour pouvoir donc garder un tracking fidèle, les liens qui sont insérés dans le corps du message, de votre message, quant à eux,
seront toujours traqués. C'est-à-dire que si un lien est cliqué, par contre, si vous avez un logiciel de messagerie correct, professionnel et qui fait le travail de façon honorable, vous aurez les statistiques de façon fiable. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais donner la totalité de la substance dans votre mail. Dans votre mail, donnez une fois de plus envie à la personne de cliquer sur le lien. Et c'est le clic sur le lien qui lui permet par la suite, cliquer sur le lien, c'est le clic sur le lien qui lui permet par la suite d'atterrir sur une page, par exemple, de votre site. Et c'est donc sur cette page-là que vous délivrez le contenu. Donc si par exemple, vous souhaitez inviter le destinataire à vous visiter sur votre stand, sur le salon de la franchise, donc on suppose que vous avez fait le travail au niveau de l'objet de l'expéditeur. Dans le corps du mail, vous allez uniquement lister les bénéfices de la venue sur le salon et les bénéfices pour lesquels il doit cliquer sur le lien pour aller donc découvrir ce que vous lui proposez sur la page. Donc une fois qu'il est dans le corps de votre mail, vous allez lui dire par exemple quelque chose comme cher candidat franchisé, voilà, vous aussi devenez entrepreneur, découvrez 400 autres opportunités ou rencontrons-nous au milieu de 400 autres opportunités et sautez le pas pour devenir entrepreneur. Pour en savoir plus, cliquez ici. Voilà, pour avoir votre badge gratuit ou votre carte gratuite, cliquez ici ou quelque chose de ce genre. Donc bref, il faut insérer dans le corps de votre message très peu de contenu et surtout mettre en place un lien qui permet à votre destinataire de cliquer pour pouvoir atterrir sur une page où vous lui expliquez tous les détails de son invitation. Surtout pas lui donner dans le corps du mail toutes les informations sur l'invitation, parce que s'il n'a pas besoin de cliquer, alors vous n'aurez peut-être pas des statistiques suffisamment fiables sur l'efficacité de votre campagne marketing et in fine vous ne saurez pas combien de personnes viendront vous rendre visite ou pas sur votre stand. Vous ne saurez pas si votre campagne a fonctionné ou pas. Donc ça, c'est le premier élément en ce qui concerne, n'est-ce pas, la structure même de votre message. Le deuxième élément, c'est que dans la structure de votre message, c'est conserver un seul objectif. C'est-à-dire que dans le corps du message, il faut conserver un seul objectif, demander une seule chose à la personne à qui vous envoyez les messages. Moi, je reçois parfois des mailings où dans le mailing, l'expéditeur me parle de 4 choses différentes qui n'ont aucun lien entre elles et finalement, je ne sais plus exactement ce que j'ai à faire, par quoi commencer, etc. Ce qui se passe, c'est que même si vous devez communiquer sur 2 sujets à un moment, envoyez un premier mailing avec un objet spécifique qui vend le contenu du mailing et qui vend le contenu de votre mailing, et dans le contenu de votre message, à ce moment, vous mettez le lien donc qui demande, comment dire, qui appelle à l'action, un lien qui appelle à l'action, à une action spécifique, et ensuite vous envoyez un deuxième mail qui parle de la deuxième chose que vous souhaitez partager avec votre destinataire. Jamais un seul mail qui parle de plusieurs sujets à la fois, parce que c'est le meilleur moyen, en tout cas d'après les tests que nous avons fait sur les milliers de candidats que nous traitons, que nous avons en base de données pour le compte de nos franchiseurs. C'est les tests, c'est les résultats des tests que nous avons fait. Ensuite, deuxième élément, donc toujours conserver un seul objectif, deuxième élément. Troisième élément, maintenant, c'est qu'il faut intégrer ce lien dans le corps de votre message le plus souvent possible. Les tests que nous avons faits dans nos campagnes d'emailing nous ont montré que plus le lien est présent dans le mail, plus il y a premièrement un plus grand nombre de clics individuels, ça à la rigueur c'est normal, mais surtout il y a un plus grand nombre de cliqueurs. C'est-à-dire que les gens sont plus incités à cliquer sur un lien si ce lien est présent à plusieurs endroits dans votre message. Donc, troisième chose, il faut intégrer ce que j'appelle des appels à l'action le plus de fois possible. Il faut intégrer des appels à l'action, des liens d'appel à l'action le plus de fois possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours cliquer ici, cliquer ici plein de fois, non. C'est par exemple, voilà,
votre badge gratuit, vous mettez un lien sur le badge gratuit. Si on est dans le cadre de notre campagne pour inviter des gens à venir vous voir sur un salon, découvrez au milieu de 400 autres opportunités, de 30 000 autres entrepreneurs. Là également, vous pouvez mettre un autre lien qui ramène, même si tous ces liens ramènent exactement vers la même page que vous étiez, vers la même page sur laquelle vous lui donnez vous lui donnez les détails sur la façon dont il doit procéder pour demander son badge. Donc c'est pas grave, mais il faut mettre, plus vous mettez de liens dans le corps de votre message, plus vous aurez des remontées, un nombre de remontées important. Donc c'est ça pour le troisième élément, la troisième astuce que vous devez mettre en œuvre si vous souhaitez, n'est-ce pas, maximiser le retour que vous allez avoir dans votre campagne d'emailing. Alors, ensuite, ce que je souhaite partager avec vous également dans cette vidéo, donc ce que je souhaite partager avec vous également donc, en ce qui concerne une campagne d'emailing, si vous êtes par exemple, on est toujours dans notre exemple où vous souhaitez envoyer, n'est-ce pas, un emailing à des candidats franchisés pour les inviter à venir vous rejoindre sur votre stand, sur le salon de la franchise, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des appels à l'action. Appel à l'action, qui sont traqués. Il faut, alors là, à ce niveau-là, ça dépend de votre logiciel de suivi d'envoi d'emailing, mais c'est extrêmement important de mettre des liens, n'est-ce pas, on est dans le corps de votre message, donc on fait l'hypothèse que vous avez fait le travail au niveau de l'objet, de l'expéditeur, et que l'utilisateur est maintenant dans le corps de votre message. Vous avez des appels à l'action que vous allez mettre sous forme de liens, sous forme de boutons à cliquer, etc. etc. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de suivre, de faire un tracking des différents liens que vous allez mettre. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pouvoir construire vos relances de façon intelligente et de façon stratégique. C'est-à-dire que quand vous allez avoir, supposons par exemple que vous fassiez ce mailing où vous invitez les différents franchisés à venir sur votre, n'est-ce pas, sur votre stand pour vous rencontrer sur le salon, vous allez avoir des franchisés qui vont cliquer. Allez, on va les appeler des cliqueurs. Vous avez ceux qui ne vont pas cliquer, les non-cliqueurs, hop, mais qui ont ouvert. Et ensuite, vous allez avoir ceux qui n'ont pas ouvert du tout. Donc, vous allez avoir ces trois familles on va dire, de destinataires à l'issue de votre campagne d'emailing. Et en général, il faut savoir que ceux qui n'ont pas cliqué ou ouvert, c'est pas nécessairement des gens qui ne sont pas intéressés par votre offre. C'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui reçoivent beaucoup de mails. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, 20% des emails sont accidentellement classés dans la boîte de spam. Et donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des chances que votre message précédent soit classé dans les spams et que le message suivant ne le soit pas. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir mettre en place une mécanique de relance intelligente qui adresse un message spécifique à la personne, à chacun de vos prospects en fonction de la famille dans laquelle il va se trouver. Si par exemple, c'est quelqu'un qui a cliqué mais qui ne s'est pas inscrit, je fais l'hypothèse que votre système vous permet évidemment de suivre les personnes qui sont inscrites. S'il a cliqué mais il ne s'est pas inscrit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est potentiellement intéressé mais qui pour diverses raisons peut-être ne s'est pas inscrit. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé du tout, on est d'accord. Mais c'est peut-être, vous savez, aujourd'hui, les gens sont très pris par ce qu'on appelle le multitasking. C'est-à-dire que les gens font plusieurs choses à la fois et entre autres ouvrent plusieurs fenêtres à la fois. Et donc peut-être qu'il a ouvert la fenêtre et finalement il a oublié de s'inscrire parce qu'il est passé à autre chose et finalement il a tout fermé parce qu'il était temps d'aller manger, par exemple. Donc le fait qu'il ait cliqué fait qu'il va falloir lui envoyer des messages de relance qui sont stipulés d'une façon différente
du message qui sera envoyé à ceux qui appartiennent aux autres familles. De même, si c'est quelqu'un qui a ouvert votre message mais qui n'a pas cliqué, ça veut dire que il faut le relancer de façon différente, il faut lui vendre peut-être d'autres bénéfices, il faut lui envoyer des messages de relance qui mettent en valeur d'autres éléments qui ne sont pas les mêmes éléments que vous avez mis dans le message qu'il a ouvert et qui n'a pas cliqué. Si c'est quelqu'un qui n'a par exemple pas ouvert du tout, ça veut dire qu'en réalité le corps du message n'est pas nécessairement en faute, c'est peut-être l'expéditeur, c'est peut-être l'objet. Ça veut dire que le corps du message, le message lui-même n'a pas été suffisamment bien vendu par l'objet et par l'expéditeur pour qu'il ait envie d'ouvrir. Donc les messages de relance que vous allez envoyer, ça ne sert à rien d'essayer nécessairement de changer le corps du message. Ce qu'il faut changer en réalité, c'est l'objet ou la façon dont est libellé l'objet ou la façon dont est libellé l'expéditeur. Donc c'est de cette façon-là, c'est pour ça que c'est utile de mettre des appels à l'action qui sont traqués, qui sont suivis, parce que derrière, ça vous permet de construire des campagnes de relance qui sont efficaces. Nous, l'outil que nous utilisons par exemple pour gérer, pour mettre en œuvre les campagnes, nos campagnes marketing sur les candidats franchisés des enseignes qui nous confient leur développement, nous permettent de pouvoir mettre des messages, de pouvoir préprogrammer des messages de relance à l'avance et de pouvoir construire des règles qui permettent de basculer un utilisateur d'une séquence à une autre en fonction des actions qu'il a prises. Est-ce qu'il a ouvert? S'il a ouvert, alors il est basculé dans une campagne. S'il n'a pas ouvert, il est basculé dans une autre. S'il a cliqué, il bascule dans une campagne. S'il n'a pas cliqué, il est basculé dans une autre. S'il a cliqué et s'est inscrit, il est basculé dans une certaine campagne qui lui dit bravo, merci de t'être inscrit, etc. Et qui automatiquement le désinscrit des autres campagnes de relance pour ne pas qu'il reçoive en même temps des autres campagnes. Ce qui permet de cette façon d'avoir un taux de retour maximum, puisque vous relancez ceux qui doivent être relancés, vous remerciez ceux qui doivent être remerciés, et pour ceux qui doivent être relancés, vous les relancez habilement en fonction des différents cas spécifiques, et le tout en ayant un investissement en termes de temps humain minimal, parce que s'il fallait faire tous ces suivis et toutes ces relances de façon manuelle, il faudrait payer je ne sais pas combien de personnes pour faire ce travail, alors qu'automatiquement les logiciels permettent de le faire. Maintenant notre travail est essentiellement un travail de suivi des statistiques et éventuellement d'optimisation des messages, mais ce n'est pas un travail de suivi des différentes personnes que nous avons dans la base de données personne par personne, parce que nous avons à peu près 300-400 nouveaux candidats tous les mois, donc ça fait une base de données de plusieurs milliers de candidats. Donc vous imaginez que s'il faut suivre individuellement chaque candidat, on ne s'en sortirait pas. Donc ça, je souhaitais partager avec vous ces bénéfices que nous tirons de la mise en place d'appels à l'action, donc de liens qui sont suivis et de la façon dont vous pouvez exploiter, n'est-ce pas, ces différents liens pour pouvoir maximiser le retour que vous aurez sur les campagnes que vous allez, n'est-ce pas, mettre en place. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera profitable dans la mise en place de vos campagnes d'emailing. Et si par exemple c'est une campagne d'emailing voilà, pour permettre de recruter ou en tout cas d'inviter un maximum de candidats sur votre stand, sur un salon ou quelque chose, ou pour d'autres choses d'ailleurs, les mêmes stratégies s'appliquent. Si jamais vous n'avez pas des logiciels qui vous permettent, n'est-ce pas, d'avoir les mêmes retours, la même efficacité avec un minimum de temps, vous devriez, parce qu'aujourd'hui c'est absolument l'état de l'art et vous laissez vraiment beaucoup de bénéfices, beaucoup d'argent sur la table de ne pas les utiliser. Nous pouvons vous aider à le mettre en place, nous pouvons vous mettre à disposition nos outils si jamais vous n'êtes pas équipé pour pouvoir, n'est-ce pas, maximiser le retour que vous avez sur votre prochaine campagne par exemple. N'hésitez pas à nous solliciter, et puis une de mes collaboratrices se mettra en relation avec vous pour rendre les choses extrêmement faciles pour vous. Écoutez, merci en tout cas pour votre attention. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à mettre tout ceci en œuvre et en tirer les bénéfices. Et nous vous souhaitons très bon succès dans vos projets. Merci.